Imagination. Une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France. Dans la série Imagination, qui est destinée à interroger les rapports entre les artistes et les scientifiques, ce qui les rapproche et ce qui les éloigne, nous recevons aujourd'hui notre quatrième invitée, Madame Bénédicte Savoie, professeure du Collège de France. Bonjour Bénédicte Savoie, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et vous êtes aussi titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e, 20e siècle, au Collège de France. Vos travaux portent en partie et même essentiellement sur les translocations patrimoniales depuis l'Antiquité. À ce titre, vous avez été chargé par le président de la République avec le professeur Felwine Sarr de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, d'étudier les conditions de restitution aux pays africains d'œuvres d'art qui seraient actuellement ou qui sont actuellement conservées dans les musées français. Donc ça, c'est pour dire un petit peu qui vous êtes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la discussion qu'on a avec vous et avec certains d'autres collègues du Collège de France, où vous mettez la place de l'imagination, et dans ce cas-là peut-être l'imaginaire, pour ce qui est des peuples et des civilisations, dans votre travail, et en quoi vous faites un lien peut-être avec les scientifiques dans ce domaine. Donc nous avons quelques questions, on peut commencer par la première question, puisqu'il s'agit de restituer des œuvres d'art, ce serait restituer de la beauté d'une certaine façon. Donc, à qui appartient la beauté? Appartient-elle à tout le monde ou à ceux qui l'ont produite, aux ancêtres de ceux qui l'ont produite? Un grand merci de m'accueillir ici. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. Je commence par la première. Je suis historienne de l'art. Alors, la place de l'imagination, de l'imaginaire, me ramène tout de suite à la place de l'image. Quelle place occupe l'image dans une recherche sur les déplacements forcés d'œuvres d'art en temps de guerre ou en temps de domination coloniale ou en temps de dissymétrie économique, etc. Quelle place occupe l'image là-dedans? Bien sûr, on bouge des images, ça c'est une chose, on bouge des objets, mais on montre ces mouvements-là. Et en fait, l'imagination et la représentation d'abord, et ensuite l'imagination que suscitent ces images est considérable. Et si vous avez vu Black Panther, le grand blockbuster, le grand film de Marvel montré assez récemment, vous voyez qu'il y a dans ce film, qui est un film de science-fiction, de fiction, et hop, on est avec la science, une image forte, c'est l'image d'un Américain d'origine africaine au musée, devant un objet de musée qui a été pris à l'Afrique pendant la colonisation, et cet homme africain, afro-américain, voit cet objet dans un musée européen, en parle à la conservatrice du musée européenne, lui dit qu'elle se trompe sur l'origine de l'objet, que c'est pas tout à fait ce qu'elle croit, puisque cet objet a des pouvoirs extrêmement forts, magiques, qui vont donner toute la trame du film. Donc on est à fond déjà tout de suite dans ça. L'image, l'objet, l'image du musée qui montre ces images, et puis l'imagination qui en découle, le cinéma, la science-fiction, et l'imaginaire des peuples qui se nourrit du cinéma et qui se dit, les opinions publiques, nos jeunes qui vont voir Black Panther, soit en Afrique, soit à Berlin où j'habite, comme vous l'avez rappelé, soit à Paris, soit aux États-Unis, nos jeunes qui se disent, mais pourquoi ces objets sont dans ces musées-là? Tout est lié. L'image, l'imaginaire, l'imagination, l'imaginaire à réinventer, tout ça marche ensemble. Et quel est le lien avec les scientifiques? Donc j'évoquais rapidement la science-fiction avec ce film, c'est plutôt un clin d'œil, mais le lien avec les scientifiques, c'est que ces déplacements d'objets ont souvent été faits au nom de la science. Alors la science intellectuelle, l'archéologie, les savoirs, mais aussi les technologies. Nous autres, Européens, sommes mieux technologiquement armés pour garder ces objets qui ailleurs, chez leur peuple d'origine, pourraient être dans de mauvaises conditions, etc., etc. Donc tout est lié, on est dans un très beau, un nœud de liens qui va dans tous les sens historiques, chronologiques, du très loin de l'Antiquité à notre avenir, et la question des restitutions est la question déjà, la grande question du XXIe siècle. Et puis, donc dans le temps, on se déplace beaucoup, et puis dans l'espace, puisque tous les continents sont concernés, et tous les continents, c'est-à-dire notre destin commun d'humanité.
Merci. Voilà une première réponse. Mais si on doit rendre, c'est parce qu'on a pris. Hein, et on a pris pas dans n'importe quelles conditions, on a pris dans des conditions soit de colonisation, mais aussi de guerre. Les musées français, ceux qui ont été montés en tout cas du temps par exemple du Premier Empire, sous Napoléon Ier, ont amassé des biens indépendamment des conditions de conservation qu'on pouvait en avoir. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'art africain, il y a les arts premiers qui sont une chose particulière. Aussi avec l'idée que peut-être les anthropologues, les ethnologues français ou allemands étaient mieux à même de faire l'histoire de ces civilisations que les scientifiques sur place, pour la bonne raison qu'il n'y en avait peut-être pas autant que dans les pays occidentaux en tout cas. Mais cette guerre pour la possession des œuvres d'art, ces trophées d'une certaine façon, a un sens qui va au-delà de la justification scientifique. C'est aussi le scalp d'une certaine façon qui marque qu'on a gagné la guerre. On a privé les gens de quelque chose qui au fond est très important pour eux, qui a à voir avec leur imaginaire historique et je dirais sociétal et national. Absolument. National, faut bien le dire. Avec la culture comme sang, le sang qui fait vivre les organismes sociaux que sont les peuples, les pays, les communautés. Alors là encore, vous avez lancé, c'est vraiment très vivifiant là, plusieurs pistes d'un coup, ça fait tout se met en lien comme dans un hyperlink là en vous écoutant pour moi. Alors il y a évidemment cette idée qu'on accumule un capital culturel dans les capitales européenne, surtout au XIXe siècle, et puis ensuite occidentale, on accumule le capital culturel des autres pour fonder ses propres capitales à soi. Et ce capital culturel, c'est un capital symbolique, bien sûr. C'est non seulement le geste de dire à l'autre « tu ne pourras plus te former ailleurs que chez nous », si tu veux savoir qui sont tes ancêtres. D'ailleurs, ça touche les œuvres d'art, mais ça a touché aussi pendant très longtemps les archives. Napoléon avait le projet d'un grand bâtiment des archives de l'Europe qui a été beaucoup étudié par Yann Potin, Archives de l'Europe, qui devait réunir toutes les archives du Vatican, de Vienne, de Berlin, près de la Tour Eiffel. Vous voyez, et les peuples qui auraient voulu savoir à qui appartenait tel terrain à telle époque, pour des raisons très pratiques, de propriété, de testament, etc., auraient dû venir à Paris pour consulter leur propre mémoire, soit, et c'était le projet économique lié à ça, puisque capital symbolique et capital réel sont toujours main dans la main dans ces questions de déplacement de patrimoine, soit les peuples qui ne seraient pas venus à Paris pour consulter leur titre de propriété auraient payé une taxe pour qu'on leur en fasse un double. Donc il y a vraiment l'idée de capter la mémoire des autres, l'idée donc de trophée qui va avec ça, mais pas seulement. Il y a aussi, et en particulier au moment de la Révolution française, un vrai discours, où il semble que tout le monde y croit, un vrai discours de l'universalisme qui permettra à chacun de trouver à Paris, dans des conditions de publicité radicale, donc dans des établissements publics ouverts vraiment à tous jusqu'au dernier clochard pratiquement, donc chacun aura l'accès à cette culture universelle. Donc il y a aussi une imagination d'une humanité qui se cultive à tous ces niveaux sociaux, sauf que dans cette imagination, elle se fait à l'intérieur de frontières qui ignorent le sort ou le sentiment ou les émotions ou le ressenti des dépossédés, qui eux n'ont plus ces objets-là. Et un des challenges dans toutes ces questions, c'est d'arriver à penser la beauté, comme vous le disiez, ou le savoir, ou le progrès même, pour reprendre des termes du XIXe siècle, dans nos musées, chez nous, et nous en avons, et nous continuons de bien en profiter. Mais le challenge, c'est d'arriver à penser ce qui se passe là où ces objets, ces archives, ces livres, ces manuscrits ne sont plus. Comment on vit en société, de génération en génération, l'absence de patrimoine. Et ça, comprendre la présence, c'est plus facile que de comprendre l'absence du patrimoine, et réussir à écrire une histoire de l'absence du patrimoine. C'est un des projets qu'on s'est donné, pas seulement moi, on est toute une génération à travailler sur ces questions, et ça s'accélère maintenant avec cet agenda politique. Mais c'est aussi une forme d'imagination au pouvoir, si vous voulez. Comment repenser des rapports moins inéquitables du partage du savoir,